Bonsoir, bonsoir. Alors, est-ce que vous entendez bien le son? Est-ce qu'on est OK? Oui, nickel, parfait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon. Alors, deux, trois petits trucs à regarder ce soir. On va pas faire un stream aussi long que d'habitude. Je vous l'annonce. Bon. Bonsoir. On va pas faire un stream aussi long que d'habitude. Parce que, pour la bonne et simple raison que je suis éclaté. Tout simplement. Donc, on va faire quelques points. Il y a un petit point d'actu, deux autres petits points d'actu que je voudrais vous montrer parce qu'il y a des personnes qui sur Twitter font de la veille sur l'enseignement supérieur et la recherche. D'ailleurs, si vous suivez des gens sur Twitter, je vais vous conseiller cette personne-là. Et ça a un rapport avec ce qu'on disait un peu plus trahison. Bah ouais. Parfois, parfois on est crevé, parfois on est papa d'une petite fille de 3 ans et parfois on est éclaté. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Et ouais, on va regarder, parce que comme on parlait un petit peu de Patrick Hetzel et de sa circulaire mardi matin, et ben en fait, apparemment, il commence déjà à y avoir des conséquences. Et donc du coup, ce qui montre un petit peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que le simple fait qu'il y ait un ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui change, qui soit pas tout à fait le même, qui va avoir une certaine politique, et ben ça peut changer ce qui se passe sur les campus. Et puis on va regarder aussi un petit coup, on a quelqu'un qui sur Twitter a envoyé il y a eu une demande de résolution de l'extrême droite pour refaire l'enquête sur l'islam, en gros refaire l'enquête sur l'islamo-gauchisme qui n'a pas été faite par Frédéric Vidal, donc ça c'est rigolo. On va voir si ça va passer, mais alors rien que quand on regarde la résolution, vraiment il y en a, et puis ensuite, on va faire la petite, petit décryptage d'une vidéo de BFM TV qui date d'il y a 2 ans, mais normalement, vous allez peut-être la reconnaître si vous suivez ma chaîne sur YouTube, parce que c'est notamment une des vidéos que j'ai utilisées pour faire mon générique un peu tout moche là, rouge et bleu, avec des scènes médiatiques qui passent. Et ben, c'est justement là que j'avais récupéré cette scène. Et comme on va parler de science et de militantisme dans les 2 prochaines vidéos, et ben du coup ça va vous permettre de voir un petit peu pourquoi j'ai choisi cette vidéo, pourquoi elle me paraît pertinente quand on veut parler de science et de militantisme. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va aller voir d'un petit coup de l'actu qui est entre science et politique. Donc, voilà, donc ça c'est la circulaire Hetzel, Sorbonne Université. Alors ça me touche d'autant plus que Sorbonne Université, c'est l'université qui m'accueillait, parce que le programme Pirensen, c'est un programme de Sorbonne Université, donc je connais pas mal de gens là-bas, pas mal de chercheurs et de chercheuses, et notamment des chercheurs et chercheuses en écologie. Et donc du coup je connais très très bien ça. D'ailleurs c'est une vieille, sachez, c'est une vieille photo, ça se voit tout de suite. Et donc du coup le 15 octobre devait se tenir, donc normalement dans 5 jours, une table ronde sur l'écologie organisée par le Point Levé, donc qui est une association de gauche révolutionnaire, marxiste révolutionnaire je crois, à Jussieu, qui était intitulée « Les scientifiques face à la crise climatique ». Cette conférence a finalement été annulée ce mardi 8 octobre par la présidence de Sorbonne Université, et le motif invoqué, c'est la mise en application de la circulaire Hetzel, publié le 4 octobre. Donc, pour mémoire, cette circulaire, c'était celle à laquelle Hetzel faisait référence. Hop. Patrick Hetzel. À laquelle il faisait référence dans ce tweet. Voilà. Qu'on avait regardé un petit peu mardi matin. Et on avait expliqué, vous pouvez regarder le live, le stream de mardi, on en avait parlé un petit peu.
à quel point c'était très problématique. Tout est problématique dans ce communiqué de presse, et donc très problématique. Cette circulaire, à mon avis, elle est extrêmement problématique. On peut pas voir ce qu'il y a dedans. Je crois pas. Mais visiblement, elle permet dorénavant au président d'université d'annuler des tables rondes. Donc là, la table ronde devait réunir le raffineur écologiste Adrien Cornet, un chercheur en physique de Sorbonne Université, ainsi qu'un doctorant en énergie renouvelable de l'Université de Paris, pour discuter de la lutte contre le réchauffement climatique. Selon la présidence, qui a convoqué le point levé pour leur expliquer l'annulation, la circulaire du nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche permet aux directions d'université d'annuler des conférences comprenant des invités extérieurs. Alors là, si c'est vraiment ça, c'est extrêmement problématique. Ça. Vraiment. Là, on a, pour le coup, si on veut parler d'ingérence du politique dans le monde académique et universitaire, celui-là, on est au top du top, quoi. Interdire à une université de faire venir des invités extérieurs, ça a juste absolument aucun sens. Des événements universitaires où on accueille des gens qui viennent de l'extérieur, c'est juste, c'est plus régulier, c'est quotidien à l'université. On fait toujours venir des gens extérieurs. Donc ça peut pas du tout être une base pour pouvoir disqualifier. La disqualification, elle va être arbitraire. À ce moment-là, elle va être laissée à chaque fois à la discrétion des présidents d'université. Enfin, c'est extrêmement problématique, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans cette circulaire, si c'est vraiment ça qui est prévu. Bon, ça a été repris pour l'instant par aucun média, donc attention à prendre avec les pincettes les pincettes qu'il faut prendre à chaque fois que vous vous retrouvez avec donc Révolution Permanente, c'est un site politique, hein, de militants politiques, et donc du coup c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais comme c'est extrêmement récent, là je viens de le voir, je préfère vous le montrer. On va voir s'il va y avoir des réactions par la suite, on va voir si ça va être repris par des médias, s'il y a un contre-discours de la part de Sorbonne Université pour expliquer cette annulation. On va voir si cette annulation est définitive aussi, parce que peut-être qu'il y a des coups de pression et que finalement ces coups de pression ils se lèvent pour différentes raisons. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un peu problématique. Et donc du coup, mince, ça venait d'où mon... Ah non, je vais pas le retrouver. Ah oui, d'accord. Bah tiens, c'est bien, on tombe sur des trucs. Donc là, il y a des agents de l'OFB qui se sont fait déboulonner les roues d'un véhicule. Très bien, très bien. Hop là. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc du coup, c'est Julien Gossa qui fait de la veille et recherche sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc du coup, si vous suivez ce compte, vous allez avoir un certain nombre d'actus, si ça vous intéresse. Hein. Vous allez avoir un certain nombre d'actus sur l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, il y a des actus rigolotes, il y a des actus moins rigolotes. Et puis, c'est un peu politique, quoi. Mais il y a pas mal de petites annonces sur la manière dont Bonsoir tout le monde, bonsoir Silandael. On fait juste un tout petit tour de quelques actualités à l'interface entre science et politique, et ensuite on va aller regarder ces deux vidéos de la confrontation du débat entre Yamia Saeb et Julie Graziani qui a eu lieu en 2022 sur le militantisme et la science. Et donc voilà, donc c'est Arnaud Saint-Martin, donc qui est désormais député, hein, LFI NFP de la première circonscription du Val-de-Marne. C'est un scientifique. On avait dit qu'on essaierait de le contacter un moment sur la chaîne, sur Twitch, pour essayer d'avoir un petit peu son regard, parce qu'en plus il est historien des sciences et des techniques, et donc du coup lui il a un regard qui va être particulièrement intéressant sur l'interface entre sciences et politique, à mon sens. Et donc du coup il nous informe que
Voilà, il y a eu une proposition du Rassemblement national pour relancer l'enquête sur les idéologies contraires aux valeurs de la République dans l'enseignement supérieur. Voilà, ils veulent faire une commission d'enquête, d'analyser la censure dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors là, c'est des politiques qui vont venir... Perso, je suis toi pour l'actu sciences politiques, c'est très sympa. Merci. Mais alors, c'est pas sur Twitter que je vais... Parce que je tweete pas grand-chose, moi. Donc, je suis pas vraiment dans l'actu. Mais je vais essayer de le faire un peu toutes les semaines. Donc, du coup, effectivement, si tu me suis sur Twitch, on va essayer de faire un peu d'actu entre sciences et politique. Et donc, d'identifier, alors le point numéro 3, il est énorme, d'identifier les accointances de certains universitaires, présidents d'université, directeurs de campus et directeurs de formation avec des groupuscules prônant un discours de haine et de violence, excluant du débat et du dialogue social quiconque ne penserait pas comme eux. On retrouve là vraiment la panique de l'extrême droite. Il y a vraiment... excluant du débat et du dialogue social quiconque ne penserait pas comme eux. Genre vraiment, faut jamais avoir mis les pieds dans une université pour penser un seul instant que y a vraiment ces pratiques-là au sein des universités. D'ailleurs, s'il y a des formes de censure, on vient de le voir avec la circulaire Hetzel, elles se font plutôt dans l'autre sens que ce qu'ils pensent. Hein. C'est pas... Bon alors évidemment, il est quand même très très peu probable que vous puissiez tenir une conférence de néo-nazis dans une université. Ça, je vous l'accorde. Mais vraiment, enfin, on sent cette espèce de panique classique. Voilà, on va aller chercher les islamo-gauchistes, quoi. De diagnostiquer la prolifération de l'antisémitisme sous couvert d'antisionisme. Voilà, on sent très bien ce qui est visé, hein. C'est compliqué parce qu'en plus, dans le champ universitaire, quand même, moi, d'après ce que j'ai constaté, les positions sont quand même beaucoup plus critiques à l'égard de la politique israélienne et en particulier de la géopolitique israélienne au Moyen-Orient. Bah, c'est extrêmement critiqué dans les milieux universitaires et dans les milieux académiques. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu constater. Et donc du coup, ça va être d'autant plus difficile, d'aller essayer d'aller classer des antisionistes, antisémitisme, anti-machin, etc. au sein des universités. De manière générale, vaut mieux éviter d'aller faire ça. Les universités, la science est censée être un monde qui va, entre guillemets, trouver des solutions elle-même pour gérer ce genre de choses. Si vous commencez à faire de l'ingérence politique, ça peut très très mal passer. D'émettre des recommandations sur les réponses à y apporter. Voilà. Donc on ne perd pas un instant. Hein. Vous voyez tout de suite que au moment où il faut mettre des charges sur l'université, la droite et l'extrême droite, ils sont là, hein. Ils sont présents. Politiquement, c'est jamais neutre la relation qu'on a avec la science, la relation qui est entretenue avec le système universitaire et académique. Voilà, si vous vouliez une preuve supplémentaire de ce que j'ai dit dans ma vidéo de juin, voilà, ça se traduit littéralement comme ça. La droite va avoir une vision très autoritaire de ce que doit être la production des connaissances scientifiques, et l'extrême droite, elle a tout simplement tellement pas de culture scientifique qu'elle va faire des espèces de paniques autoritaires, des paniques super autoritaires vis-à-vis de l'université. Donc voilà, c'était pour les 2 petits points. Alors maintenant, ce que je vous avais promis. On va faire une petite analyse de 2 vidéos, pour être précis. Donc les 2 vidéos, changement climatique, échange tendu entre Yamina Saeb du GIEC et Julie Graziani. Et on va faire la vidéo d'avant quand même, jet privé, piscine individuelle, golf. La crise climatique fait que certaines activités doivent disparaître. Parce qu'en fait, la seconde est la réponse de la première. Voilà, ça a été divisé en 2. On peut remercier BFM TV quand même. Ça me fait penser que BFM TV, du coup, laisse pas la totalité, sachez-le, de ses émissions en ligne pendant des années. Peut-être que ça commencerait à faire beaucoup de temps d'antenne à rediffuser, mais ils gardent quand même un certain nombre de sélections, de moments chauds, de moments qui leur semblent importants. Et on sent que sur le climat en 2022, il y avait quand même pas mal de trucs. Hein. Là, on est au mois 2022.
Et quand même, hein, ils ont invité pas mal de gens, climatologue du CNRS, David Faranda, Hugo Clément, donc qui est le fameux journaliste un peu bobo de service de France Info, etc. On en pense qu'on veut, mais en tout cas, c'est sûr que lui, il est impliqué dans la lutte contre le changement climatique. Emma Aziza, le Jérôme Marty, donc qui est le chef du syndicat des médecins libéraux, je crois. Cyril Dion. Donc quand même, ils ont sélectionné un panel de pas mal voilà, il commence à y avoir pas mal de choses. On est en 2022. Moi, j'avais été surpris. Je pensais pas que BFM TV avait autant traité la question climatique. Et c'est quand même bon signe. Ça veut dire que c'est en train de s'installer de manière assez régulière. Alors maintenant, évidemment, si on va regarder chacune de ces vidéos, le traitement, on sera pas forcément d'accord avec l'angle, avec la pondération, etc. Mais c'est quand même une bonne chose de voir qu'il y avait déjà dès 2022 autant de traitements. Et donc, du coup, on revient à notre petit débat. Donc, on va commencer avec jet privé, piscine individuelle, golf. L'aviation. Alors, oui. Est-ce que l'audio fonctionne, l'audio du bureau fonctionne? Où les jets privés représentent un pourcentage très faible, donc il ne faut pas trop s'attarder là-dessus. Et puis, ça représente 100 000 emplois et d'autres paramètres pour laisser ce marché-là se proliférer. C'est pas la bonne question. La question, c'est que nous sommes face à une crise et peut-être la dernière crise que l'humanité va vivre, parce qu'après on ne sait pas ce qui va se passer. Et ben oui. Après on sera plus là. Voilà, la Terre survivra, mais peut-être pas nous. Et donc Pardon, faut que je remette le son. Vous avez noté le bandeau? Climat, faut-il punir les riches? J'avais pas fait gaffe au moment de préparer ce truc, que c'était ça la vidéo. Climat, faut-il punir les riches? Bon, je sais pas, vous avez une idée sur la question? Se retrouver à discuter du pourcentage que représentent les plaisirs de petits enfants gâtés, je suis désolée, on est très 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 loin de la question. Vous dites carrément interdisons les jets et basta. Alors, la crise climatique fait que, et la crise écologique fait que certaines activités doivent disparaître. Lesquelles? Par exemple, le jet privé pour aller faire la fête, ça ne doit pas exister. Donc, vous dites le jet privé pour aller faire la fête. Les activités polluantes. Alors, toutes les activités qui se font, qui poussent la planète à devenir encore plus folle, encouragent le dérèglement climatique, toutes ces activités-là devraient être arrêtées. Donc alors, ça peut aller très loin. Hein, Alors, notez quand même la prudence épistémique de Yamina Saeb. Elle dit toujours, normalement, ouais, ça part déjà des jets privés. Oui, bah oui, on se lance dans le truc. J'ai dit que ça allait être un petit stream parce que je suis éclaté et je peux pas faire 2 heures de stream ce soir. Mais je voulais vraiment faire... Donc là, il y a 2 vidéos de quelques minutes. Et on va, voilà, l'important c'est d'abord d'avoir ce que dit Yamina Saeb, donc qui est, on va en parler un petit peu, hein, mais qui est co-autrice du GIEC et qui est chercheuse en politique climatique. Et donc du coup, vous notez une prudence épistémique quand même quand elle parle, même si elle est un peu, il faut que ça disparaisse. Il y a certaines pratiques qui doivent disparaître, il y a certaines pratiques qui doivent être arrêtées, etc. Elle parle pas d'interdiction. Et vous allez voir que c'est important. Alors peut-être qu'à un moment son truc dérape, mais il me semble que justement elle parle pas d'interdiction, elle parle d'arrêter ou de disparaître. On peut aller très loin. Mais donc là, on peut même dire le jet privé, que ce soit pour un loisir ou pas. Ça n'a aucun sens en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Les piscines aussi, vous dites? Par exemple, les piscines individuelles, ça n'a pas de sens. Les piscines individuelles, quand vous êtes, ce sont des activités qui ont plus de sens quand elles sont pratiquées collectivement que quand elles sont pratiquées individuellement. Vous dites aussi faire du golf. Par exemple, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Ça aussi, c'est une activité qui n'a pas de sens. C'est une activité du monde moderne qui n'a pas de sens. Ça vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de faire du golf pour être en vie, pour être heureux. Alors vous voyez, là, on parle tout de suite de sens. Hein. La journaliste, elle est en sueur. Non, mais on sent que c'est un peu la panique parce que, effectivement, Yamina Saeb, elle va avoir une vision très, entre guillemets, technico...
D'ailleurs, elle le dit, hein, vous n'avez pas besoin de golf pour être en vie. Donc, elle va revenir à des choses ne font sens dans sa bouche, ne font sens que les activités qui vont permettre, entre guillemets, ce qui est considéré dans la communauté scientifique comme ce qui va pas provoquer, enfin, ce qui va arrêter d'aggraver le changement climatique. Et donc, du coup, c'est tout un tas d'activités qui subissent une perte de sens. La journaliste, en fait, c'est pas qu'elle cherche le drama, c'est qu'elle va essayer de chercher un truc qui est très particulier, c'est la prise de position. C'est-à-dire le truc un peu abrupt, le côté un peu choc, un peu machin. D'ailleurs, ce qui a plutôt pas trop mal marché, puisque c'est pour ça qu'ils ont sélectionné ensuite ces extraits-là et qu'ils les ont mis en ligne et que ça a fait parler, etc., etc. Faut pas oublier que les journalistes, ils ont un travail de mise en exergue des positions. C'est pour ça que parfois on a l'impression que les journalistes, alors parfois ils le sont, hein, ils sont extrêmement vindicatifs, ils se laissent complètement déborder par certains présupposés qui sont les leurs et donc du coup ils se laissent emporter dans leur interview et ils attaquent directement la personne qui est censée être interviewée. Mais les journalistes de plateau, les journalistes politiques notamment, ils ont des stratégies, ils savent très bien qu'il faut amener les intervenants à prendre position sur certains sujets, quitte à les cliver un petit peu pour pouvoir ensuite donner la réponse. Le jeu est d'animer le ping-pong et le jeu est souvent d'aller sortir un petit peu de l'élément de langage. Alors c'est pas auprès de tout le monde, hein, et vous le noterez qu'ils vont pas faire la même chose auprès de tout le monde, mais c'est d'essayer d'aller derrière l'élément de langage en craquant un petit peu un truc et pour aller avoir un peu la substantifique moelle de ce que la personne pense. Ce qui d'ailleurs est peut-être pas une bonne chose parce que souvent quand on dit quelque chose, quand on dit ce qu'on pense sous la pression, on peut dire un peu n'importe quoi. Oui, exactement. Mise en exergue. C'est l'autre mot de rechercher le buzz. Voilà. On cherche à faire on fait de la mise en exergue. Bon, par contre, on peut s'interroger effectivement de la pertinence d'essayer de pousser une scientifique dans ses retranchements pour lui faire dire des choses hyper graves, parce que c'est pas trop. C'est pas. Justement, la parole d'un scientifique et la parole d'une scientifique, elle est censée être mesurée, établie, etc. Si vous le titillez jusqu'à ce qu'il dise un truc choquant, il va finir par dire des choses qui ne relèvent pas de sa position de scientifique, mais qui relèvent de toute personne à qui on demande son avis de manière un peu insistante, quoi. Donc voilà. Mais pour l'instant, elle n'a pas parlé d'interdiction, elle parle de sens. Ce qui est très intéressant et ce qui est très important, c'est que moi je sais que ce sont des discussions qu'on a beaucoup sur les politiques climatiques. Bonsoir, les Phoenix. La question du sens de ce que l'on fait, elle devient de plus en plus importante face au changement climatique. Pourquoi ? Parce que le changement climatique va nous met une espèce de mur en face qui va nous obliger à changer. Et donc du coup, on peut plus être dans un modèle productiviste. En gros, c'est la conclusion à laquelle sont arrivés beaucoup de scientifiques, c'est qu'on peut plus être dans un modèle productiviste. Alors, est-ce que tout le monde va pas arriver à une critique fondamentale du capitalisme parce que il y a pas forcément, il y a des gens qui peuvent croire. Moi personnellement, je doute fort du concept, mais on peut continuer à penser qu'il peut exister une forme de capitalisme sans productivisme, sans cette idée de produire toujours plus, etc. Moi, je doute du fait de la structuration du capitalisme, mais c'est toujours possible. Et donc du coup, il va y avoir une forme de retenue. Par contre, sur le productivisme, ça, on sait que c'est pas possible. Augmenter les échanges, augmenter les trucs, même de manière décarbonée, on sait qu'il y a des effets de levier gigantesques qui font que et des effets rebonds gigantesques. C'est très documenté maintenant. On sait que il va falloir faire un choix dans ce qu'on veut manger. Il va falloir faire un choix dans comment on veut s'habiller. Il va falloir faire un choix dans comment on veut se déplacer. Il va falloir faire un choix sur combien de temps on doit travailler. Il va falloir faire un choix sur qu'est-ce qu'on doit se répartir. Plutôt que de toujours vouloir produire pour qu'il y en ait assez pour tout le monde, peut-être qu'on peut regarder ce qu'on a et comment on se le répartit. Voilà, donc ça, ce sont les vraies questions qui vont animer beaucoup de débats chez les scientifiques. Et donc, du coup, c'est pas du tout étonnant, surtout pour une chercheuse en politique climatique, qu'elle interroge la notion de sens. Alors maintenant, elle donne sa position. Là, on voit que c'est vraiment une prise de position. Dire le golf, ça n'a pas de sens, sauf si on revient à la substantifique moelle de ça a pas de sens parce que ça sert à rien, mais dans ce cas-là, le foot aussi, dans ce cas-là, le théâtre aussi, dans ce cas-là, il y a plein de choses où on peut se dire, vous en avez pas besoin pour manger.
Donc c'est pas ça. Je pense que ce qu'elle veut dire, et on le voit bien avec la question des piscines collectives et piscines individuelles, c'est que le golf, effectivement, c'est un sport ultra individuel. Ça, c'est une réalité. On joue pas au sport en équipe, on joue pas au golf en équipe. Hein. On joue en individuel. Moi, j'ai besoin du théâtre pour vivre. Mais oui, non, mais je comprends. Je veux pas dire, c'est si l'argument, évidemment, si l'argument fonctionne dans un sens, il doit fonctionner dans l'autre. C'est un peu ça le truc. On peut pas réduire à ce dont nous avons la capacité, ce dont physiquement nous avons besoin à. C'est juste ça qui a du sens. Non. Et puis même, on pourrait se poser la question. On a besoin de faire du sport, même si on sait pas quel sport, mais on n'a pas besoin de manger du Nutella, alors qu'on a besoin de manger. Donc vraiment, il faut à chaque fois essayer de trouver. On va pas faire une grande. Il y aura jamais de grande loi générale de quoi on a besoin. C'est des choses qu'il faut qu'on discute collectivement entre nous, etc. Et elle, on le voit que c'est surtout la notion d'individualité versus collectif qui lui pose problème. Parce qu'effectivement, une piscine individuelle, ça peut parfaitement avoir du sens pour ceux qui en ont. Ceux qui en ont, ça a un usage, ça a du sens, ça a une utilité. Une utilité qui peut effectivement sembler particulièrement réduite pour ceux qui n'en ont pas ou même ceux qui considèrent que c'est quand même beaucoup de dépenses pour pas grand-chose, voilà, par rapport à une piscine collective. Et puis c'est vrai que c'est pas dans les piscines individuelles qu'on apprend le plus souvent à nager, c'est en piscine collective. Donc il y a plein de questions sur le sens de la piscine individuelle. Mais par contre, ça veut pas dire qu'il y en a pas du tout. Et le golf, c'est une pratique individuelle. Qui a une particularité, c'est c'est une pratique individuelle qui nécessite une quantité d'eau et une taille, en fait, absolument colossale. Ça demande beaucoup d'énergie à entretenir, ça fait beaucoup d'occupation des sols, pour littéralement à chaque fois, une personne avec un club qui va taper une balle. Pour le dire autrement, vous avez besoin d'un espace beaucoup plus important pour faire un tournoi de golf que pour faire un tournoi de tennis. Donc, si on doit faire un choix un jour sur des pratiques individuelles, des pratiques sportives individuelles, vaut mieux préserver le tennis que le golf, quoi. C'est surtout ça. Il n'y a pas que le CO2. Oui, effectivement, il faudrait faire un classement des loisirs avec la quantité de CO2, mais oui, mais il n'y a pas que le CO2. Alors, ce serait un des critères, le CO2. Mais il y aurait par exemple l'occupation du sol ou la quantité d'eau consommée à la minute. Enfin, il peut y avoir quand même pas mal de choses. Et puis après, voilà, il faudrait des critères aussi. Ça me paraît être compliqué, mais en même temps, développer des indicateurs, c'est un peu le but des scientifiques, c'est le but des techniciens, des ingénieurs, etc., qui sont proches des milieux politiques. C'est de développer des indicateurs. Donc pourquoi pas développer des indicateurs Après, quand on voit, juste la galère que ça a été pour mettre en place un Nutri-Score, je pense que ça va être compliqué de mettre en place un Polluto-Score pour les sports, quoi. Ça n'existe pas, ça. Ça, ce sont des besoins, ce sont des envies des qu'on loisirs. A créées. Ce sont des envies qu'on a créées, que le marketing a créées depuis, principalement, surtout depuis la première crise économique du XXe siècle. Et puis ça s'est accentué. Et qu'on comprenne bien, vous ne défendez pas un monde sans loisirs, mais un monde sans ce type de loisirs. Non, je ne défends rien du tout. J'essaie d'expliquer uniquement que nous sommes face à Ah, on sent la correction, mais vous voyez, elle a de la prudence épistémique quand elle revient à des questions. On sent la scientifique qui revient à des trucs. Non, je ne défends rien du tout. Ça s'appelle de la prudence épistémique, mais surtout, et on va le voir dans la deuxième vidéo, c'est une distance qui est mise entre la position du scientifique et la position du politique. On va expliquer pourquoi. De golfeurs passionnés qui vous regardent et qui se disent non, je ne vais pas faire une croix sur ma passion. J'imagine cela. C'est à lui d'inventer une façon de vivre, une autre façon de vivre sa passion. Une passion, toutes les passions ne peuvent pas, quelle que soit l'activité. Certains, c'est même un métier. Quelle que soit l'activité, beaucoup de gens changent de métier, madame. Quelle que soit. Et bam. Cette espèce de rappel là à l'ordre en mode. Oui, non, mais pour certains, c'est une passion, pour certains, c'est un métier. Oui, les gens changent de métier, en fait. On sent
on sent l'agacement quand même. Hein. C'est pas une raison, en fait. C'est pas une raison. On continue pas une activité ultra polluante et ultra problématique pour la vie sur Terre, sous prétexte que c'est un métier. Bah oui, il y a des gens qui changent de métier, en fait. Hein. Et d'ailleurs, je suis désolé, mais quand c'est des entreprises qui ferment des usines et qui désindustrialisent et qui laissent des gens sur le carreau, ils se posent pas trop la question de savoir comment les gens ils vont se reformer pour avoir un nouveau métier, quoi. Donc c'est vraiment à chaque fois une considération un peu particulière. C'est toujours à géométrie variable. Je suis d'accord avec Yamina Saeb que les métiers ça change, ça évolue quoi. Hein. C'est pas. Alors il y a quand on est libéral, on considère que c'est par la destruction créatrice. Pourquoi pas la main visible, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi parce qu'on est obligé de changer du fait d'un changement d'environnement. C'est pas un argument de dire que les gens ont un métier. L'activité qui contribue à la crise écologique, cette activité-là devra être arrêtée. Elles sont nombreuses, non ? Elles sont nombreuses, mais bien sûr. Mais c'est pour ça qu'en fait, la question de la crise écologique, c'est une question qui nécessite une métamorphose de nos économies et de nos sociétés. Donc, quand on entend des politiques qui discutent le petit détail, etc., c'est pas dans le détail. C'est une métamorphose totale. C'est une révolution. C'est une véritable révolution intellectuelle et sociale qu'il faudrait. Alors, arrêtez aussi le trajet en voiture quand on est tout seul dans la voiture. Ça n'a pas de sens, ça non. J'aime beaucoup le fait d'avoir calé une petite piscine individuelle pour rappeler que c'est chouette quand même une petite piscine individuelle. Regardez, c'est sympa quand même comme activité. Une petite piscine individuelle comme ça vous donne pas envie. C'est sympa. Faut vraiment renoncer à ça. Vous êtes un peu dur quand même. C'est un peu dur quand même. Mais bon, on va pas être mauvaise langue parce que, comme on le disait un petit peu plus tôt, BFM TV a quand même invité pas mal de climatologues, pas mal de scientifiques pour pouvoir parler de ces enjeux-là. Et vous noterez que, à nouveau, elle a dit ils devront être arrêtés. Yamina Saeb a dit ce sont des activités qui devront être arrêtées. Elle parle jamais d'interdiction parce qu'elle sait très bien, à mon avis, que la notion d'interdiction c'est vraiment une notion c'est une notion de droit, et donc comme c'est une notion de droit, c'est une notion qui est de contrainte, et donc c'est une décision politique. C'est plus du domaine du scientifique. C'est pour ça qu'à mon avis elle n'utilise pas le mot interdiction. Non plus. Ce n'est pas parce que c'est ce que nous avons été habitués à voir que ça a du sens. Il faut questionner ce que nous avons été habitués à voir. Un homme blessé hier à Pornic. Bien sûr. Voilà, alors du coup ça c'était juste la partie Yamina Saeb, c'est peut-être la partie qu'on va le moins discuter. Je voulais juste vous montrer un peu le contexte dans lequel Julie Graziani va répondre. Et là on va pouvoir parler un petit peu d'interface, de vision de la perception de la science et du politique. Ce qu'on voit c'est que dans la première partie, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait prêter attention à ce genre de truc, Yamina Saeb, à aucun moment, elle va parler d'interdiction. Elle va pas aller sur ce terrain-là. Elle va parler à la voix passive. Elles devront être arrêtées. Les activités devront être arrêtées. Ou elle va parler d'activités qui n'ont plus de sens ou qui ont moins de sens. Elle va interroger l'utilité de certaines activités. On peut se dire qu'elle a un peu débordé au moment où elle a dit ça n'a pas de sens, parce que c'est surtout que ça n'a pas de sens pour elle. De trucs, mais c'est que c'est vrai que ça a plus de sens collectif. Il faut plus privilégier le sens collectif que le sens individuel quand on parle de pollution et de coût environnemental des pratiques. Mais de manière générale, elle n'a pas trop débordé. Elle n'est pas allée sur le terrain de l'interdiction. Voilà. Et ensuite, là, on va voir la réponse de Graziani, et là, ça va être un petit peu différent. Sûr que non, et il est inquiétant de voir qu'avec le plus grand sérieux, un expert scientifique, membre du GIEC, vous êtes on n'est pas membre du GIEC, on est auteur du rapport du GIEC. Enfin, vous êtes membre du GIEC, je lis le libellé. Vous avez la qualité d'expert scientifique, et c'est en ce nom d'expert scientifique que vous produisez des rapports qui servent de base et de données au débat qu'on peut avoir, donc c'est extrêmement important. Donc c'est vrai, moi ça me met mal à l'aise de réaliser qu'un expert scientifique en fait verse aussitôt dans le militantisme politique et dans l'annonce
conscience d'un monde dans lequel nos normes, nos comportements, notre mode de vie, notre quotidien, nos loisirs, nos rêves aussi, ce qu'on a le droit de trouver sensé ou pas sensé en termes d'activité, de loisirs ou autres, seraient dictés par le GIEC qui produirait en annexe de son rapport une liste des activités autorisées, une liste des activités n'ayant aucun sens et une liste des activités à supprimer de toute urgence. Le GIEC n'a pas une annexe avec une liste d'activités à supprimer. Par contre, ce que le GIEC montre, ce que le rapport du GIEC qui en fait résume ce qu'il y a dans la science est à supprimer. On va garder un petit peu la réponse de Yamina Tseb pour la suite, et on va parler un petit peu de cette prise de position de Gilles Graziani, parce que elle n'est pas du tout anodine. En fait, elle montre, je vais revenir un peu en arrière, en fait, elle va montrer plein de perceptions de ce qu'est la science, de ce que doit être son rôle et de ce que ne doit surtout pas être son rôle. Et c'est un paradigme qui est un paradigme conservateur et autonomiste de la science, dont on parlera dans les vidéos, mais qui est quelque chose qui est certes de moins en moins répandu. Dorénavant, il y a de moins en moins cette notion de distanciation et de neutralité complète et totale de la science vis-à-vis de la société, mais c'est un paradigme qui est resté longtemps le paradigme en vigueur. Et donc du coup, Julie Graziani, elle est dans ce paradigme et on va l'expliciter un petit peu. Vous êtes on n'est pas membre du GIEC, on est auteur du rapport du GIEC. Enfin, vous êtes membre du GIEC, je lis le libellé. Bon, déjà, je lis le libellé, bon, on sent que c'est un peu... oui, effectivement, on est auteur, co-auteur du GIEC. Bon, on sent, de toute façon, on sait que Julie Graziani, c'est pas une journaliste scientifique, quoi. C'est pas sa spécialité. Donc, elle va réagir en tant qu'éditorialiste en première intention. Enfin, vous avez la qualité d'expert scientifique et c'est en ce nom d'expert scientifique que vous produisez des rapports qui servent de base et de données au débat qu'on peut avoir. Donc, c'est extrêmement important. Voilà. Donc là, vous avez un premier élément de la pensée. De la relation entre science et reste de la société, entre science et politique, telle que Graziani et comme pas mal de gens continuent de l'envisager. C'est que le travail des scientifiques, des experts, c'est de produire des données qui vont servir de base à la discussion. C'est-à-dire que la science va décrire en gros ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire physiquement, dans le monde dans lequel on est. C'est ça le rôle qui est donné à la science dans ce paradigme-là. C'est de décrire le monde tel qu'il est de la manière la plus objective possible, mais c'est surtout, une fois qu'on l'a décrit, de ne plus toucher ce qui va relever de l'usage. On donne les données qui vont servir de base au débat. On n'intervient plus dans le débat après. Intervenir dans le débat, c'est le reste de la société. C'est, j'imagine, les éditorialistes, évidemment, les militants, les politiques, éventuellement les journalistes, mais les journalistes, je pense que sont envisagés un peu dans le même paradigme que les scientifiques, c'est-à-dire qu'ils doivent être neutres, produire des informations et ensuite distribuer la parole, quoi. Ils ne doivent pas intervenir dans les débats. Et ça, c'est un paradigme, le paradigme de la science neutre vis-à-vis du politique. Il a une assise particulière. C'est de dire il faut mettre à distance ce monde-là, qui produit des faits, par rapport à ceux qui produisent des idées et ceux qui vont ensuite produire des politiques. Pourquoi il faut faire ça ? Eh bien, parce que les scientifiques ne sont pas élus du tout. Ils n'ont aucun mandat particulier. Ils ne sont pas légitimes à décider pour les autres. C'est pas du tout Eux, leur légitimité, elle est là pour décrire. Ils ont une légitimité à décrire les situations. Et c'est même une légitimité qui est quasi incontestée et incontestable dans le monde actuel. Il y a personne qui peut vraiment aller contester un scientifique quand il décrit le monde. Surtout quand il décrit le monde du point de vue de sa spécialité. Oui, la science n'est pas prescriptive. Et là, il y a une confusion aussi entre ce qu'est la science et de ce que sont les scientifiques. Les scientifiques, ils peuvent à titre individuel prescrire tout un tas de trucs. Mais la science, c'est vrai que la communauté scientifique en elle-même, qui va constituer ce qu'on appelle la science, n'est pas prescriptive.
Et ça, c'était le paradigme en vigueur. Elle peut pas intervenir et la science peut pas être décisionnaire. Par contre, il y a une zone de flou quand même. La zone de flou, c'est quand on demande à la science, et on le demande de plus en plus, de donner des indicateurs, de donner des indications, de dire, OK, vous nous dites pas ce qu'on doit faire, mais vous pouvez peut-être nous dire ce qu'il faudrait faire. Et là, on rentre dans une espèce de zone un peu grise où même les scientifiques, comme par exemple Yann Asseb, on l'a vu dans la première vidéo, sont un peu mal à l'aise. Ils savent très bien que oui, ce qu'on veut, ce qu'on attend d'eux, c'est des prescriptions sans trop le dire, quoi. Des prescriptions non invasives, des prescriptions non contraignantes, quoi. Mais bon, quand même suffisamment, quoi. Mais pas trop non plus. C'est cette espèce d'entre-deux. Et Julie Gradiani, elle fait partie de cette école de pensée qui considère que non, du tout. Les scientifiques, ils doivent donner les connaissances qu'ils ont produites, point barre. Ensuite, on fera le reste avec. Et on va le voir à quel point ça la frustre dès lors on a bien vu que Yamina Saeb avait quand même fait preuve de pas mal de prudence épistémique dans la partie d'avant. Elle a pas parlé d'interdiction typiquement. Elle a pas dit ce dont va l'accuser Julie Gradiani un peu plus tard. Elle a essayé de faire preuve le plus possible de prudence épistémique et pourtant ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi pour Julie Gradiani. Elle a déjà dépassé une sorte de limite éthique de la relation entre science et politique. Donc c'est vrai, moi ça me met mal à l'aise de réaliser qu'un expert scientifique en fait verse aussitôt dans le militantisme politique et dans... Voilà, va verser aussitôt. Pour elle, la limite, là, elle a déjà été franchie, en fait, par Yamina Saeb. Il y a le simple fait qu'elle ait commencé à dire qu'il y ait des activités qui doivent s'arrêter, ou qui, je sais plus ce qu'elle utilisait comme terme, qui ne doivent plus exister, ou qui doivent cesser d'exister, donc qui sont quand même des considérations qui sont très à la voix passive, pas particulièrement... prescriptive dans le sens où il n'y a pas de il faut les interdire. Là, on est vraiment dans la prescription. On serait vraiment dans la prescription. Bon, déjà, c'est trop pour Julie Gradiani. C'est aller trop loin dans le truc. Ça, c'est vraiment sa perception. L'annonce d'un monde dans lequel nos normes, nos comportements, notre mode de vie, notre quotidien, nos loisirs, nos rêves aussi, ce qu'on a le droit de trouver sensé ou pas sensé en termes d'activité, de loisirs ou autres, serait dicté par le GIEC qui produirait en annexe de son rapport une liste des activités autorisées, une liste des activités n'ayant aucun sens et une liste des activités à supprimer. Voilà, elle l'a dit en première intention. Après, elle a essayé de dire machin, etc. Mais la première intention, c'est on doit vivre dans un monde où le GIEC aurait en annexe un nombre d'activités autorisées. Vous voyez là, l'autorisation et l'interdiction sont typiquement du domaine du politique. Ça, tout le monde le sait. C'était très facile quand même à envisager. Et donc, ce qu'elle reproche à Yamina Saeb, c'est que rien qu'en faisant le petit pas de côté qu'elle a fait là, qu'on a un peu exigé d'elle, on vous l'avez vu, d'ailleurs vous l'avez souligné dans le chat, que la journaliste, elle l'a quand même un peu titillé, quoi. Elle a eu un petit coup de tisonnier pour qu'elle sorte de ces trucs, Yamina Saeb. C'est déjà quasiment une prise de pouvoir par coup d'État, quoi. C'est limite, il y a des coups militaires, et pour les Julie Gradiani, on est à deux doigts du coup scientifique, quoi. On est à deux doigts que les scientifiques prennent la place des politiques en tant que décisionnaires pour pouvoir interdire les choses sans passer par la case souveraineté, en gros. Passer par la case souveraineté du peuple. Et Julie Gradiani, ça lui fait extrêmement peur. Alors, on comprend que ça lui fait peur pour des raisons, à mon avis... très terre à terre, parce qu'à mon avis, il y a quand même pas mal d'activités que le GIEC dit où il faudrait peut-être éventuellement commencer à les arrêter parce qu'elles sont extrêmement problématiques pour la planète. À mon avis, elle les a, ces activités-là, Julie Gradiani. Mais je vais pas faire de malveillance, je vais lui donner vraiment le bénéfice, il y a un bénéfice du doute. Non, ce qui l'embête, c'est vraiment la possibilité de se faire déchoir de sa liberté à choisir.
Elle s'est fait arracher, elle a l'insensation de se faire arracher par des scientifiques qui en plus sont difficilement contestables puisque ce sont des scientifiques. Qu'est-ce que tu veux les contester quand ils disent un truc, les scientifiques? Ils sont censés te décrire le monde et c'est censé être du fait de notre système épistocratique, de notre système de sélection, de notre système scolaire, bref, de tout notre système qu'on aime beaucoup. C'est censé être les meilleurs pour ça. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas aller les contester. Ils sont incontestables, les scientifiques. Du coup, il y a vraiment un risque que du scientifique qui a une autorité devienne un scientifique qui mobilise des arguments d'autorité, qui va devenir un scientifique autoritaire et qui va finalement, in fine, contrôler les normes, les autorisations et les interdictions, voire les rêves des uns et des autres. Qu'est-ce qui a du sens et qu'est-ce qui n'en a pas? C'est vrai que ça fait peur quand on y pense. Vraiment, peut-être que les scientifiques sont à deux doigts du coup d'État. Alors c'est rigolo parce que quand t'as des gens qui ont une panique morale comme ça derrière et qu'ensuite tu te retrouves avec des scientifiques comme Aurélien Barraud qui envisage la possibilité d'une dictature verte, c'est vrai que tu dis on sent qu'il y a vraiment conflit politique là-dessus, hein. Il y a vraiment un énorme conflit politique. Et alors pourquoi il y a un énorme conflit politique? Pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui disent alors on va finir avec la réponse de Yamina parce qu'elle est pas mauvaise, en l'occurrence, sa réponse tout de suite elle va recentrer, elle va dire non, j'ai jamais parlé d'interdiction ou d'autorisation. Et c'est vrai, on l'a vu, elle a jamais parlé d'interdiction ou d'autorisation, techniquement. C'est une interprétation que fait Julie Graziani. Mais elle va apporter quand même un peu de précision. Madame, le GIEC n'a pas une annexe avec une liste d'activités à supprimer. Par contre, ce que le GIEC montre, ce que le rapport du GIEC, qui en fait résume ce qu'il y a dans la science, ce qui est déjà publié. Donc le GIEC ne produit pas ses propres recherches, mais c'est ce qui est déjà publié. C'est que la situation est grave et que si on continue avec le business model que l'on a aujourd'hui à essayer de faire des petites rectifications à droite à gauche, eh ben on va droit dans le mur. Ça, c'est les données scientifiques qui le montrent. Un homme blessé hier à Pornic. Ça... Voilà. On va voir si on revient dessus après. Mais voilà, la position de Yamina Seb, voilà, elle rappelle que non, le but des scientifiques, c'est absolument pas à ce moment-là de faire une annexe des trucs autorisés ou interdits. Et puis, elle interdit rien du tout, il faut juste se poser la question. Et surtout, c'est de dire que si jamais on doit débattre sur le golf, si on doit débattre sur la piscine individuelle, si à chaque fois on doit faire un grand débat national sur le jet privé, sur le golf, sur la piscine individuelle, sur des petites, ce qui est considéré comme des petites choses, en gros, on va jamais s'en sortir. Ce en quoi elle a pas tout à fait tort. Quand on voit que... elle a pas tout à fait tort, elle n'a même pas tort, hein. Moi, j'ai travaillé dans un milieu, dans un programme scientifique qui travaille sur l'environnement et notamment sur l'agriculture du bassin de la Seine. Bon, moi, je vais vous le dire, hein, les changements, ils sont drastiques, hein. Ce qu'on doit faire pour tenir l'engagement des 2 degrés, c'est vraiment des changements drastiques. Ça a été scénarisé par plein d'équipes de scientifiques, ça a été croisé avec plein de trucs. Il y a des scénarios que j'ai un petit peu présentés au moment de ma vidéo sur l'agriculture de demain. Le changement, il est drastique, hein, ce qui est attendu pour le champ agricole. Presque les méga-bassines, alors c'était une bonne introduction, hein, pour ma chaîne, et ça a été quelque chose d'extrêmement clivant, mais presque c'est pas le problème, c'est pas le sujet. Parce que si jamais on fait changer, on va vers l'agriculture qui est censée être adaptée au changement climatique, de toute façon, il n'y a même pas de méga-bassines dedans. Ça n'aurait aucune utilité. Il y a tout un tas de choses à changer. Et se concentrer sur est-ce que interdire les jets privés, c'est pas un petit peu trop empiéter sur nos libertés, c'est être complètement à côté du sujet. Parce que bon, la liberté d'utiliser un jet privé, voilà quoi, hein, on va pas se le cacher. Moi, je suis jamais rentré dans un jet privé de ma vie, et 99,9% des gens non plus. Je pense qu'on peut les interdire demain, ça changera pas la face du monde. la FCA en PLS. Et voilà, mais donc là, cet échange, il va nous montrer quelque chose. Il nous montre le grand moment de perturbation qu'on a, et ça va être un peu un des sujets de la vidéo, et qu'on a un grand moment de perturbation
de la relation entre science et politique. Parce que on se retrouve... Oui, la liberté de voler en jet, t'appelles ça un privilège ? Ça, c'est parce que t'as pas les moyens de te payer un jet, chirurgien ballot. C'est pour ça. Voilà, c'est tout. Si t'avais travaillé, je sais pas quel âge tu as, mais tu n'as peut-être pas suffisamment travaillé pour avoir un jet privé aussi. Est-ce que tu y as pensé ça ? Que t'as pas assez travaillé pour avoir un jet privé. Il faut se donner les moyens d'avoir un jet privé. Il faut se donner les moyens de sa propre liberté. Putain, c'est vachement facile d'être un libéral comme ça. Oui, tu vas pas traverser la rue. C'est bien ce que je dis. Bon, soyons sérieux. La relation entre science et politique, en fait, la position de Julie Gradiani dans cette vidéo, où on peut pas demander, les scientifiques n'ont pas le droit de nous imposer des normes, de nous imposer des interdictions, de nous imposer des autorisations, etc. Parce que leur travail, c'est justement de donner les bases sur lesquelles on doit discuter des interdictions et des autorisations. Donc c'est un peu comme si le scientifique, il était à la fois, il est juge et partie, quoi. Il est à la fois arbitre et joueur. Et ça, c'est pas possible. Il y a un moment, si c'est toi qui donnes les bases du débat, de ce sur quoi on doit débattre, tu peux pas en plus rentrer dans le débat pour donner ton avis et donner les bons points et les mauvais points. Ce paradigme-là de non-intervention de la science, de simplement la science, elle donne ses connaissances scientifiques et puis voilà, c'est un paradigme qui existe depuis très longtemps. Il est un peu issu de ce qu'on appelle le mouvement positiviste au 19e siècle. Et il a eu un peu son heure de gloire au début du 20e siècle. La pensée rationaliste qui s'est installée, le fait qu'on a vraiment eu une croyance incroyable dans le fait que la science allait vraiment, vraiment, vraiment apporter du progrès à l'humanité et que ça allait aller vers le meilleur grâce à la science. Et ensuite, le 20e siècle a un peu démontré que la science était capable de faire des trucs qui apporteraient pas forcément beaucoup de bonheur à l'humanité. Genre des bombes atomiques, par exemple. Genre de l'eugénisme, par exemple. Genre tout un tas de technologies de guerre, de technologies ultra polluantes, de technologies... Voilà, ça a quand même modifié un petit peu les perceptions. Et puis à la fin du XXe siècle, il y a eu... Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un premier mouvement des scientifiques qui se sont engagés, notamment dans les années 70, et puis ça s'est un peu tassé parce qu'il y a eu une espèce de nouveau paradigme qui s'est installé, c'est-à-dire que la science, elle a le droit de s'engager ou non. Les scientifiques ont le droit de venir... les hologrammes de Jean-Luc aussi, voilà, des choses terribles que la science est capable de produire, vraiment. Vous vous rendez compte de l'horreur ? Et donc, il y a eu un paradigme de tolérance, en fait. De toute façon, l'immense majorité des scientifiques, ils étaient pas forcément dans une démarche à vouloir absolument discuter avec la société. Les scientifiques ont toujours été assez méfiants et très peu enclins à discuter avec les politiques. Ils le font parce qu'ils y sont contraints par un système de financement, un système de bourse, un système d'autorisation ou d'interdiction. Alors, oui, les scientifiques, ils interagissent avec le monde politique. Ils interagissent aussi avec le monde journalistique parce que, pareil, ils ont pas trop le choix parfois. Ils sont bien obligés quand le directeur de l'institut dit hey, « c'est bon, il y a des journalistes qui viennent pour parler de nos recherches, souris, sois sympa et réponds à leurs questions. » Alors bon, on traîne les savates, mais on le fait, quoi, parce que bon, il faut bien le faire. Ça va nous donner un peu de visibilité, donc peut-être que ça donnera des sous pour l'institut, etc., etc. Donc il y avait ce paradigme-là, mais il n'était pas extrêmement forcé. Mais à la fin des années 2000, avec l'omniprésence des pollutions environnementales et avec, par exemple, on a eu à un moment la grosse problématique du trou dans la couche d'ozone, les scientifiques perçoivent à ce moment-là que s'ils ne s'engagent pas, ils peuvent parfaitement se retrouver à cautionner un système par état de fait, par statu quo, qui va détruire la planète. S'ils ne font pas cet effort d'alerte, s'ils n'en viennent pas eux-mêmes à se mobiliser, alors ils vont se retrouver dans une situation où parfois
le politique continuera à détruire les choses, y compris avec leurs propres outils. Voilà, dans une société où le politique passe son temps à essayer de s'extraire du réel, tu m'étonnes que ça coince. C'est un peu ça. C'est-à-dire que les scientifiques se retrouvent dans une situation où le système politico-industriel dans lequel on est embarqué va nous amener à notre perte, et ça, on l'a bien documenté. Ça y est, cette partie-là, elle a été bien faite. Elle a été bien documentée, c'est bon, c'est une catastrophe. C'est voilà, on ne sait pas exactement dans quel degré on va avoir la catastrophe, on peut pas te dire exactement à quel moment ça va être la catastrophe, mais on commence à bien sentir les soubresauts là, mais déjà, dans les années 2000, il y avait cette sensation que ça allait quand même à la catastrophe. En parallèle de ça, tu as de plus en plus d'études qui sont sorties sur l'impact de l'agriculture, sur l'effondrement de la biodiversité, l'occupation des sols, la déforestation, etc. Et là, pareil, on se retrouve avec des scientifiques qui voient bien que c'est la merde, qu'il y a une destruction totale de notre environnement et que du coup, il va y avoir une crise de la biodiversité. Tu as des scientifiques qui ont étudié juste l'atmosphère, il y en a qui ont étudié les pollutions environnementales, il y en a qui étudient les plastiques, il y en a qui étudient tout, c'est vrai, et vraiment, ils en arrivent à une conclusion, mais alors, au bout d'un moment, tous, c'est que, non, mais en fait, il faut qu'on arrête de faire ce qu'on fait. Voilà. Il faut qu'on arrête de faire ce qu'on fait. Maintenant, comment le faire et par quels moyens, on ne sait pas, mais ça, c'est presque le travail des politiques. Et donc, du coup, pendant une vingtaine d'années, depuis une vingtaine d'années, les alertes des scientifiques, elles étaient sur ce mode-là. On sait qu'on va dans le mur, donc il faudrait commencer à arrêter. Qu'est-ce que vous proposez ? Il faudrait proposer ci, il faudrait proposer ça. Et donc, du coup, ça a bien marché. Hein. De plus en plus, là, les élus sont très conscients qu'ils ne peuvent pas faire de la politique. On est sorti donc du paradigme que tu dis, Pitou Whisky, c'est les politiques sont de moins en moins enclins à faire des politiques contre le réel. Ils essayent de plus en plus de s'appuyer sur la science. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à renoncer à leur idéologie. Et donc, quand la science vient heurter leur idéologie, un élu, c'est pas forcément un scientifique, c'est pas forcément quelqu'un, eh ben, il est dans une situation qui est extrêmement complexe. Il y a aussi des enjeux que l'élu, parfois, doit prendre en compte et que le scientifique, c'est pas son problème, ces enjeux-là. On le voit par exemple dans des gestions et des aménagements de territoire. Si tu écoutes les scientifiques, là il faudrait faire de la forêt, là il faudrait faire de ci, là il faudrait faire de ça, puis cette usine il faudrait arrêter, et il va avoir une certaine vision du territoire qui va gommer un certain nombre d'enjeux. Le politique, lui, il est obligé de prendre en compte ces enjeux. Donc du coup, il y a une frustration qui se met en place. Moi je dirais à 80% à juste titre de la part des scientifiques. Est-ce qu'on peut faire de la politique sans idéologie ? Non, on ne peut pas. Alors moi, je maintiens que c'est impossible. Vraiment. Hein. Par contre, je pense que les scientifiques, pendant longtemps, ont cru que oui. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont cru ça. Oui, les politiques, les macronistes passent du temps à nier le réel. Ça, c'est vrai. Mais c'est spécifique aux macronistes. C'est pas spécifique aux politiques. Les macronistes ont cette spécificité-là. Ils sont un peu particuliers dans ça. Ils ont des présupposés qu'ils considèrent être tellement solides qu'il n'y a pas grand-chose qui les fera dévier, en fait. Et donc, du coup, effectivement, je vais changer de truc parce que là, il n'y a plus besoin qu'on regarde les... donc effectivement il y a une particularité, je trouve, des macronistes. Maintenant, c'est peut-être l'exercice du pouvoir, c'est peut-être tout un tas de choses. Moi j'ai rencontré des élus je vais être honnête avec vous, j'ai pas rencontré beaucoup d'élus de gauche et écolo que je puisse juger complètement en dehors du réel, mais je sais qu'il en existe parce que je sais qu'il y a des gens qui les ont rencontrés vraiment. Donc, il y en a. Mais c'est vrai que c'est en proportion beaucoup moins importante. Moi, à un moment, il faut que je vous raconte, je m'étais retrouvé à faire une présentation sur les pollutions environnementales dues à l'agriculture et donc notamment la pollution aux nitrates sur le bassin de la Seine. Je fais ça en Seine-et-Marne devant des élus pour leur expliquer un petit peu les problèmes que pose l'agriculture en pollution aux nitrates et les problèmes structurels et pourquoi il faut consommer beaucoup moins d'engrais, beaucoup moins de pesticides et que la meilleure des alternatives aujourd'hui qui a été évaluée par les scientifiques dans la question de la préservation des cours d'eau, c'est l'agriculture biologique qui a cette particularité de ne pas utiliser d'engrais de synthèse et de pesticides. Bref, je fais toute une présentation en expliquant un peu les scénarios qui sont prévus. Je finis ma présentation et là, il y a l'élu
républicain local en charge de l'eau qui se lève, qui prend le micro et qui fait merci pour cette présentation, c'était très intéressant. On sait bien qu'il y a des problèmes de pollution, de toute façon, avec tous les Roumains, les gens du voyage et les Roms qui balancent leurs ordures dans la rivière. Et ouais, je suis en mode, hein ? Et puis en plus, si les écolos passaient un peu plus de temps à parler d'écologie et un peu moins de social, eh ben on n'en serait peut-être pas là. Hein ? Pardon ? Non mais monsieur, c'est pas du tout ce que... La présentation n'avait rien à voir avec... Mais vous m'avez écouté du coup ? Pas du tout. Et donc du coup, là, je comprends bien à ce moment-là que... Enfin, il y a un truc qui a heurté à un moment dans la présentation, parce que c'est une présentation scientifique que je faisais, il y a un truc qui a heurté ses valeurs, il y a un truc qui a heurté son idéologie, sa vision du monde, et qui l'a bloqué, quoi. Et donc du coup, il est resté... je sais pas, il a fait un lien pollution, c'est à cause des Roms, et puis les écolos, ils nous font chier, quoi. Vraiment, c'était ça, sa ligne de trucs. C'était un peu particulier, mais bon, moi, à ce moment-là, j'ai compris ce que c'était. Une personne qui était bloquée dans l'idéologie et qui vraiment pouvait pas bouger, bah, ça ressemble à ça. Voilà, je vous donne un exemple très concret, très vécu. Mais il arrive qu'il y ait des gens à droite qui soient parfaitement conscients d'un certain nombre d'enjeux et qui soient conscients aussi qu'ils vont devoir faire des efforts sur leur territoire. Moi, j'avais eu dans la Bassée, dans la Bassée, donc c'est un territoire en amont, un élu LR qui me disait, qui était d'hiver droite, c'était pas un LR, mais qui était très pragmatique. Il disait mais c'est très bien, moi c'est pour ça que j'ai des éoliennes chez moi, dans ma vie, dans ma commune, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Je comprends bien, c'est très important de faire cette transition. Mais si moi je la fais, ça va me coûter quand même pas mal de choses. Et si le territoire d'à côté, il fait pas la transition, il est à fond sur la production de blé, d'avoine, de malt, etc. Et que les politiques là-haut, eh ben, ils font un canal de dérivation et qui permettent à cette agriculture-là de mieux exporter ses produits que les miens. Eh ben, c'est lui qui va gagner, c'est pas moi. C'est sa commune qui va récupérer tous les financements, pas les miens. C'est ce territoire qui va être bénéficiaire, pas le mien. Et c'est moi je vais devoir expliquer à mes concitoyens qui m'ont élu que j'ai pris la mauvaise décision parce que j'ai cru les scientifiques. Et donc, du coup, on comprend cette perception. Alors, évidemment, on comprend aussi que c'est un problème de niveau, quoi. Cours de théorie des jeux obligatoire pour tout le monde. Et oui, exactement. C'est une très bonne remarque. Oui, c'est exactement ça. C'est à force de vivre dans un univers de compétition en permanence. Et ça, c'est l'idéologie dans laquelle on est. On vit dans une idéologie de compétition. Et ben, le premier frein qu'on a au moment de faire un changement un petit peu d'ampleur, c'est de se dire ouais mais attends, si je suis le seul à changer, c'est moi qui vais me faire cartouche, c'est sûr. C'est évident. Et donc du coup je dis ouais non mais moi je veux bien, mais moi je veux bien changer, mais lui il change d'abord. Et l'autre bah forcément il dit ouais mais attends, c'est quand j'aurai changé qui te dit que tu vas pas me truander. Et donc voilà, l'esprit de compétition, ça crée ce phénomène là. Donc du coup c'est pour ça qu'on est coincé dans le paradigme aussi. Donc il y a le paradigme de compétition et le paradigme de productivité, c'est les deux choses qui sont très bloquantes. Et les scientifiques, ça les rend dingues, mais ça les énerve tellement. Heureusement que c'est moi qui ai fait la présentation quand j'y suis allé, parce que moi, si jamais ça avait été un scientifique qui avait fait la présentation sur ces enjeux-là et qu'il avait entendu le gars LR parler, mais ils auraient pété une durite, quoi. Je me souviens, à un moment, on avait fait c'était au moment devant un comité de bassin, enfin des membres du comité de bassin Seine-Normandie. On avait fait des présentations sur les pollutions environnementales dues à l'écosystème, enfin à l'anthroposystème, quoi, de manière générale, sur tout le bassin de la Seine. On fait toute la présentation avec tous les scientifiques qui étaient là. Donc, ils ont présenté les micropolluants, les problématiques de PFAS, les problématiques de plastique, etc. Tous ceux à quoi était confronté le bassin et machin. Et au moment on dit OK, bah merci. Et il y a un groupe d'agriculteurs et d'industriels, parce qu'ils sont représentants au comité de bassin, qui nous dit ça, qui me glisse à un moment. C'était une très bonne présentation, hein, mais il faudra penser à venir nous la faire de manière moins idéologique quand même. Et alors là, mais le directeur du programme, il est devenu vert de rage. Ça l'a rendu dingue.
Il s'est dit, mais ça veut dire quoi ça? Nous, on est des scientifiques, c'est quoi ça, une présentation moins idéologique? Tu veux qu'on te dise quoi que de manière moins idéologique? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Et vraiment, je vois que ça les rend fous, les scientifiques. C'est pour ça qu'on a Scientists en Rébellion. C'est un peu pour ça aussi qu'on a de plus en plus de colloques. Donc moi, j'ai participé à un colloque, là, il n'y a pas très longtemps, sur l'engagement des chercheurs et des chercheuses en sciences environnementales. Donc on était pendant 3 jours dans la Marne. Là, il y avait un colloque du CNRS. Et je vois bien dans les échanges qu'ils sont extrêmement frustrés, les scientifiques. Même les scientifiques qui sont les moins investis dans les questions d'interface sciences politiques, ils disent, mais il y avait un scientifique, alors je donne pas les noms et je donne pas les lieux, comme ça on recoupe pas, je veux pas de trucs comme ça, mais il y a un scientifique qui m'a dit, moi de toute façon avec la chambre d'agriculture locale, je leur donne jamais les résultats vraiment de nos recherches, parce que si on devait leur transmettre nos vrais résultats de la recherche dans nos présentations ou pour eux, on leur dirait de toute façon vous faites n'importe quoi, faut tout changer de A à Z, et ça ils seraient incapables de l'entendre. Donc du coup on est obligé, c'est pas les messages qu'on leur donne. On publie évidemment nos papiers comme normal, pas de souci. De toute façon, c'est pas les chambres d'agriculture qui vont aller lire nos papiers dans des rapports scientifiques ou dans des trucs comme ça. Mais les élus locaux, les chambres d'agriculture et les acteurs locaux qui sont liés au monde agricole, au moment où on fait des ateliers avec eux, au moment où on leur fait des plaquettes d'information, au moment où on leur fait des prescriptions, parce qu'il faut être honnête, on demande de plus en plus des prescriptions aux scientifiques, des lignes, des indicateurs. Ils disent pas exactement ils disent pas la réalité. Parce que s'ils disaient la réalité, ils seraient jamais écoutés. Jamais, jamais, jamais. Ils seraient décrédibles. Enfin, on les balayerait tout de suite. On dirait, ouais, non, mais ça va. Donc, vraiment, il y a tout un tas de stratégies que les scientifiques mettent en place pour essayer de faire bouger les lignes. La stratégie du petit pas, la stratégie de l'accompagnement, la stratégie de la co-construction. Alors, la stratégie de la co-construction, c'est une bonne chose, mais dont je parlerai à un autre moment sur la chaîne. Et puis, la stratégie de la confrontation politique, quoi, d'intervenir, de manifester, machin. Et donc, du coup, ils sont très, très, très frustrés, à force. C'est une énorme frustration pour les scientifiques. Moi, je l'ai encore ressenti là. Et ils sont d'autant plus frustrés que vraiment on leur demande de plus en plus. On leur demande de plus en plus leur avis dans les territoires, pour les réserves naturelles, dans les zones agricoles, dans les zones industrielles, dans les zones d'exploitation de tout un tas de trucs. On demande de plus en plus aux scientifiques leur expertise. Et donc du coup, forcément quand on demande de plus en plus leur expertise et que plus ils la donnent, moins on les écoute, ça les rend dingues. Voilà. Et donc, si vous accumulez ce phénomène-là, voilà, vu et sans tape. Mais donc, du coup, quand le scientifique, il voit ça, vu et sans tape, il dit, pourquoi tu m'as fait venir alors? Pourquoi tu m'as fait venir? Pourquoi tu m'as demandé de te faire un rapport? En fait, pourquoi tu as essayé de m'impliquer là dans ton truc pourri si de toute façon tu changeras rien? Et alors on en est à un stade où il y a des scientifiques dans le bassin du Rhône qui étaient trop drôles, on fait rire. Ils ont carrément refusé de faire des recherches avec un acteur parce que ils savaient très bien que les recherches que voulait faire l'acteur, elles avaient un seul but: valider la construction d'un nouveau barrage. Et donc du coup, les scientifiques carrément, ils ont dit non, on fera pas votre recherche. Voilà. Parce qu'on sait très bien ce qu'elle va donner. Donc, du coup, on la fera pas. Débrouillez-vous, allez trouver des bureaux d'études. Mais nous, c'est bon. Ça va, on arrête. Donc voilà, il y a carrément une rébellion, même au niveau de la science. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, c'est un peu cocasse, quoi. Et donc voilà, donc le fait que au fur et à mesure de la fin du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, de plus en plus les scientifiques, on leur a demandé de s'investir dans la cité, on leur a demandé de répondre, de faire de la science, de faire du transfert de connaissances vers différents publics, de vulgariser leurs propos, de parler dans les médias, de faire l'effort de parler aux politiques alors qu'ils parlent pas du tout la même langue. Un scientifique, il a pas forcément envie, il est pas forcément à l'aise de discuter avec des politiques ou dans des médias, mais on leur a demandé de le faire, alors ils l'ont fait. On leur a demandé de faire des collaborations avec le privé, ils avaient pas envie de le faire, ils l'ont fait. On leur a demandé de faire des grands projets européens de machin avec plein de justifications, etc. Ils n'avaient pas envie de le faire, mais ils l'ont fait. Et on les écoute toujours pas. Alors là, ça les rend dingues. Le fait qu'en plus, il y ait le mur climatique qui arrive, l'effondrement de la biodiversité et
l'omniprésence des pollutions environnementales. Voilà, au bout d'un moment, là, il y en a beaucoup qui sont très désemparés, et donc du coup, il y a de plus en plus, vous le verrez dans ma vidéo, j'essaierai d'en faire la liste, mais vous verrez de plus en plus de colloques, de journées, de notes, d'avis et de publications scientifiques qui vont être entièrement dédiées à la question de l'engagement des chercheurs et des chercheuses. Moi, je le vois, ça a fait genre monter en flèche là, depuis 2-3 ans. Ça ne fait que ça. Il y a plein de colloques sur ça. De faire de la science avec et pour la société. Exactement. On leur a demandé ça, Bobby Netchera. Et le pire, c'est que pour l'immense majorité d'entre eux, pour beaucoup de programmes qui ont été faits en SAPS, etc., c'était très enrichissant. Hein. Ça a été très ouvert et ça a donné des résultats qui allaient bien au-delà de ce que les scientifiques auraient peut-être pensé à la base. Ça a donné des résultats extrêmement positif d'un point de vue scientifique et d'un point de vue de la discussion avec les acteurs. Et tout à coup, tu produis tout ça, ça a demandé beaucoup d'efforts, on t'a demandé de le faire, ça fait plein de choses, etc., etc. Oui, de la science fondamentale au service de la société, ouais, bah c'est le spectre, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que les scientifiques étaient même pas... ils étaient un peu réfractaires au début, puis ça s'est installé, puis finalement ils y trouvent leur compte, et puis finalement ça permet de faire de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, donc c'est pas trop mal, etc. Et ça fait vraiment de la bonne science. Mais en plus, ça fait de la science utile. Ils le voient bien, qu'ils vont produire des choses qui sont quasi clés en main, quoi, qui sont vraiment très faciles à remobiliser derrière. Ils en sont au stade où ils étudient même la manière dont vont pouvoir être remobilisées les connaissances qu'ils ont créées. Donc ils vont créer de la connaissance sur la mobilisation de leurs connaissances, quoi. Il y a des recherches en sciences participatives, en acceptabilité sociale, en comment co-construire des actions de recherche avec des riverains sur leur propre rivière. Là, j'ai encore une journée dans le monde de l'eau, là où il y a des doctorants qui travaillent sur le regard des riverains sur leurs rivières urbaines et le fait de les lier à la décision politique. Donc vraiment, on en est arrivé à un stade, si vous voulez, de connaissance du truc, d'affinage de tout ça, qui fait que les scientifiques, à un moment, ils regardent les politiques en disant « Bon bah c'est bon là on a bien fait le taf là, c'est bon, définitivement, nos rapports ils sont bien clean, on a bien tout pris en compte, on a pris en compte vos enjeux, on a pris en compte vos dogmes, on a pris en compte ce que voulaient les habitants, on a pris en compte ce que voulaient les agriculteurs, on a pris en compte tout ça, franchement, c'est bon, c'est nickel. » Et non, et ça bouge toujours pas. Et donc vraiment, c'est extrêmement frustrant. Voilà. Et c'est pas étonnant, je vous le dirai. Voilà. Si vous voyez des scientifiques de plus en plus péter des durites dans les médias, bah vous comprendrez pourquoi. C'est pour ça, en fait. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Je vais pas faire trop long feu parce que je suis éclaté. Puis surtout, dès demain, je me remets à la vidéo qui va très probablement être une double, voire une triple vidéo sur le thème. Il y a beaucoup de papiers à lire, il y a beaucoup de conférences à regarder, beaucoup de choses à recouper. Et j'ai pu interroger... Tu peux pas Tabo. Merci chirurgien. Très bon live. J'espère que ça vous en fait, j'espère que surtout que vous en apprenez un peu plus sur l'interface entre science et société, entre science et politique, parce que c'est vraiment ça. Moi, j'ai travaillé à cette interface pendant 6 ans. J'ai vu les enjeux. Alors, jamais à un niveau national. Je suis jamais allé à l'Assemblée nationale, par exemple, pour parler de trucs, mais j'ai fait de la politique locale. Et vraiment, je trouve que c'est un milieu que personne connaît et dont on sait pas trop comment il fonctionne. Et pourtant, il y a plein de choses, quoi. C'est pas ouvert l'abonnement sur la chaîne. Alors, c'est parce que sur Twitch, je suis pas encore... En fait, c'est une toute nouvelle chaîne. Ça vient de commencer. Et donc, du coup, j'ai pas encore assez d'heures et de live et de nombre de live. Il faut que j'ai fait au moins 8 live et au moins... au moins 8 heures et au moins je sais pas combien de live. Et donc, du coup, j'ai pas encore le tic. Voilà. Ça demande de faire suffisamment de live, exactement. Et donc, du coup, pour l'instant, j'en ai pas fait suffisamment. J'espère en faire suffisamment bientôt pour pouvoir ouvrir l'abo. Ouais, merci. Mais alors, vraiment, va falloir que j'apprenne à mieux me mobiliser entre ma chaîne YouTube et mon Twitch, parce que pour l'instant, j'arrive pas trop à m'organiser dans mon temps de travail.
Je sais pas trop comment je vais faire. Mais bon, je vais trouver, hein, à force. Ça vient avec la pratique. Bonsoir, j'arrive à la fin. Eh oui, Prosper, désolé, tu arrives à la fin. Comme je le disais, je suis éclaté. Je fais un petit stream. C'est trop gentil si vous êtes là pour me soutenir. Donc, j'essaie de maintenir les mardis et les jeudis. Mardi, petite matinale, on va parler de sujets, de ce qui se passe dans l'actualité avec une petite analyse. Et le jeudi, on va parler beaucoup plus d'interface science-société, de relations avec la chaîne et d'essayer de parler un peu de tout ça. Et puis surtout, merci Prosper. Et surtout, n'hésitez pas à venir avec des questions la prochaine fois. Alors, je voulais vous demander un truc aussi, ça peut peut-être vous intéresser. Moi, il y a des moments, j'ai donné des... Enfin, je continue d'ailleurs. Hein. Je donne un cours sur la médiation scientifique en environnement et sur les enjeux politiques de la médiation scientifique à l'école pratique des hautes études. Mais ça pourrait être rigolo à un moment, si on prépare un peu à l'avance et qu'on le fait une petite com dessus, que je le fasse en mode masterclass sur Twitch. Ça pourrait être rigolo. Vous en apprendrez un petit peu sur l'histoire de la médiation et de la vulgarisation scientifique et sur comment ça s'est installé pendant le XXe siècle, pendant le XIXe, le XXe siècle, etc. Alors mon cours il est en décembre, donc pour l'instant on est en octobre, donc peut-être que je prévoirai un truc pour le mois de décembre. Je vais voir avec le PHE s'ils sont d'accord, ça peut être rigolo. Et voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir suivi le live. T'as un gros raid de percée en plus. Ah bon? Alors il faut que j'ai les abos alors au moment où ça arrive. C'est sûr. Merci et merci à vous pour les échanges. Allez, bye.